J'ai le plaisir de recevoir celui qui hier était à cette même place et qui demain il sera de nouveau pour parler avec nous du discours du chef de l'État, pour parler des manifestations officielles du 1er août 2018, pour parler des perspectives à l'issue de cette célébration, comme je l'ai dit, de ce nouvel an béninois qui commence. Comment faut-il l'aborder? C'est avec maintenant non plus seulement l'invité qui était déjà là, Zéphirin Aouga, que vous connaissez déjà très bien, un invité, un habitué de nos plateaux, mais en face, il y aura également Loris Freddy Davo. Loris, bonjour. Bonjour James, bonjour fidèles amis téléspectateurs et auditeurs qui suivent tout ceci en mode synchronisé. Merci à vous de nous rejoindre pour ce débat fait croisé. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour Monsieur Baguidi et merci pour l'invitation. Je salue aussi tous les auditeurs de Radio Diaspora et les téléspectateurs d'Eden TV. Merci donc à vous Zéphirin Aouga. Vous avez entendu le discours du chef de l'État à l'occasion de la veille du 1er août. C'est de tradition. Patrice Talon n'a pas manqué, lui non plus, donc de respecter la tradition. Il a prononcé un discours d'une dizaine de minutes à peine et il a fait de grandes annonces. Qu'avez-vous retenu globalement, Zéphirin Aouga, de cette allocution? Merci beaucoup. J'ai retenu d'abord que la sérénité et l'apaisement et l'assurance même à travers ce discours, et que malgré les difficultés, les souffrances, les endurances que le peuple connaît depuis le nouveau départ, que définitivement il y aura un aboutissement heureux et que les efforts vont commencer par produire véritablement des fruits pour le bien-être de chacun. J'ai vu le chef de l'État qui a commencé son discours, un discours que j'ai aimé, qui a fait seulement 10 minutes exactement, 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, 9 minutes et 50 quelque chose secondes, et où tout a été dit. Le chef de l'État a montré d'abord que les efforts se font, les réformes continuent, et que d'ici là, tout ce qui est mis en terre, c'est comme le paysan qui est allé au champ. Tout le travail difficile est déjà fait. On a déjà semé les graines et je crois qu'il restera seulement à récolter les fruits. Et nous sommes dans cette lancée-là, dans cette dynamique-là. Donc c'est un discours qui rassure et qui permet aux Béninois de comprendre que les efforts ne seront pas vains, les souffrances ne seront pas vaines, et que nous avons l'intérêt de nous accrocher véritablement pour aller de l'avant. Le chef de l'État a parlé aussi de l'impunité. Et quelque chose qui lui tient tellement à cœur. Et il a montré que face à cela, qu'il ne fera pas dans la dentelle et qu'il va continuer afin que le bien public soit véritablement au service de tous. Et il a ensuite parlé du référendum. Nous avons connu il y a quelques mois la proposition de loi qui était passée à l'Assemblée et qui n'a pas recueilli le nombre de voix qu'il faut pour qu'il puisse y avoir amendement ou révision, comme le disent certains, de la Constitution sur des points bien précis. Il y avait 4 points. Mais le chef de l'État avait la latitude de convoquer un référendum pour cela, mais il a estimé que cela n'était pas nécessaire et que ce qui relève de la compétence des députés qui sont mandataires, qu'on a envoyé au Parlement pour ça, je crois que dès que les choses vont s'améliorer, dès que le consensus sera finalement réalisé et que ceci se fera et qu'on n'a pas besoin de faire souffrir le trésor public pour cela. Je crois que moi, je suis bien dans cette dynamique-là et je suis vraiment en accord avec le chef de l'État pour tout ce que j'ai entendu. Vous avez ainsi balayé le terrain de cet entretien, notamment sur le plan
du discours, Loris Freddy, d'abord vous l'avez entendu, Zéphirien Aouga a fait le point du contenu du discours, on aura compris, et le chef de l'État l'a dit, les réformes continuent, ce qui signifie que le serrage de ceinture continue. Oui, vous l'avez bien fait de le mentionner, James William Baguidi, je ne dirais pas le contraire, mais avant d'entrer dans le fond du test, j'ai fait d'abord un constat d'une durée d'un peu plus de 3 minutes l'année écoulée, c'est passé à 10 minutes maintenant. Toujours, c'est vrai, dans la dynamique de la concision, de la précision, c'est vrai, en une dizaine de minutes, il a presque tout dit, certes. Mais avant d'aller dans le fond du sujet, encore une fois, James, vous me permettez d'apprécier la forme. J'ai noté un Patrice Talon, pardon, vous me le concédez. J'ai noté un Patrice Talon très sérieux. Est-ce que cela dénote du travail de fond, du travail du Spike Doctor, du travail de communication politique pour adapter le physique, la posture aux réalités quelque peu difficiles que traversent les Béninois? Je l'ai senti, ma foi, moi je l'ai senti un peu trop sérieux, l'air un peu grave. Peut-être que c'est, comme je le dis, pour coller à l'actualité de la morosité, la solennité de l'occasion. Oui, oui, pas seulement la solennité de l'occasion, il y a aussi les coulisses qui ont conduit à ce 1er août, les coulisses qui ont conduit l'échec répété des tentatives de révision et autres. Enfin, ces détails transparaissent quelque peu dans la posture, dans le physique de l'homme. Ça, c'est ma lecture. James, ce peut ne pas être le cas pour d'autres. Maintenant, revenant au serrage de ceinture que j'évoquais. Oui. Le président l'a dit de manière insidieuse que le sacrifice n'est pas à sa fin. Ça, il faut le dire. Le sacrifice n'est pas à sa fin. Il a réitéré face au peuple sa volonté de poursuivre, j'ai dit, cette lutte contre l'impunité. Il a passé en revue cette nécessité de poursuivre ce chantier délicat. C'est vrai, ce chantier qui égratigne et en diminue davantage de sa cote de popularité et compromettre plus ou moins les échéances à venir pour le camp de la majorité présidentielle. Vous ne me direz pas le contraire, James. Alors, c'est vrai, il n'a pas voulu s'inscrire dans la logique du populisme comme ses prédécesseurs dans l'optique de garantir déjà une quelconque réélection. C'est un choix, dira l'autre. Mais je dis, il y a aussi un risque en cela pour qui sait qu'il a promis d'aviser. Et pour qui sait les possibilités qu'offre ce j'aviserai, eh bien, c'est qu'il y a aussi, comme une épreuve de Bernoulli, une possibilité qu'il tente de rempiler ou non. Maintenant, dans cette ambiance, dans cette atmosphère, dans cette réalité où le commun des Béninois n'est pas satisfait, surtout sur le plan financier, surtout quand on s'intéresse au panier de la ménagère, quand on s'intéresse aux primes, aux nombreuses primes supprimées à l'entame de ce mandat, cette volonté de restaurer les valeurs de l'État, de renflouer les caisses de l'État, cette volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la trésorerie du Bénin, à cette volonté de défiscaliser. Faites un tour maintenant dans quelques structures d'État que ce soit, vous n'allez plus pouvoir payer main à main. Il vous faut forcément cette escale au Trésor public afin de ramener peut-être une quittance pour continuer le service pour lequel vous sollicitez telle ou telle structure. Donc ça vous dit que, comme vous l'avez dit, le serrage de ceinture, ou je dirais plutôt ce sacrifice continuera encore, mais jusqu'à quand? On ne sait. Oui, justement, vous l'avez dit, Zéphirien Aouga, vous avez fait ce point-là et de ce qu'on a entendu le chef d'État dire, les réformes qui continuent vont encore demander des sacrifices aux Béninois. Est-ce que vous pensez que les Béninois sont prêts à accepter encore quelques mois ou quelques années de sacrifices? Les Béninois seront bien obligés, puisque ce qui se fait, ce n'est pas pour l'intérêt personnel du chef de l'État. Nous sommes un pays et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce débat 58 ans après notre indépendance. Et lorsque vous naissez qu'après 50 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, si vous n'acceptez pas quand même de faire un effort sur vous-même pour réaliser quelque chose, pour être quelqu'un, on ne va pas vous comprendre. Je crois que le peuple béninois a quand même l'obligation aujourd'hui de faire les efforts sur lui-même
pour devenir véritablement un pays d'un certain niveau donné. Je prends comme exemple, pourquoi est-ce que les sacrifices sont nécessaires? Moi, j'ai des amis, j'ai des parents autour de l'Étoile Rouge, tout ça là. Vous rentrez dans les ruelles à l'Étoile Rouge. Dans ça, souvent, les propriétaires, ceux-là même qui sont propriétaires, qui ont acheté des maisons là-bas, la plupart n'existent plus, ce sont les héritiers qui sont dans ces maisons-là. Rentrez dans les ruelles, tout ça là, jusque là où, à côté même du général de Souza, tout ça là. Vous rentrez dans les ruelles, vous allez voir un peu ce que c'est tellement sale. Même la terre même tellement souffre, on voit que tout est sale. Donc quelqu'un qui vient pour dire, quand même nous sommes des êtres humains, il faut assainir le cadre de vie, il faut relever un peu le niveau de vie des gens. On va asphalter, on va faire chose là. Oui, mais quel sacrifice cela demande au Une seconde, on va asphalter, on va faire. Mais on peut... ça demande toujours de sacrifice. C'est nous-mêmes qui allons faire. Le chef de l'État qui vient ne met pas la main dans sa poche. Il impulse une politique, il met une certaine forme de rigueur, il nous amène à réaliser des choses. Nous avons senti que c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur. On a fait beaucoup de routes dans ce pays, on n'a pas demandé autant de sacrifices aux Béninois. Oui, il y a les routes, il y a les ruelles dont je parle, il y a les ruelles, il y a les routes qu'on continue de faire. Et il a dit qu'ils ont mobilisé beaucoup de sous parce que ce n'était pas si évident. Ce n'était pas si évident. Donc, il faut que nous-mêmes, nous puissions contribuer. Et je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et quand on aura fini de faire ça, nous allons constater un état des lieux complètement différent de ce que nous avons connu depuis 58 ans. Et nous-mêmes, nous allons nous dire, au fait, au moins nous avons pu faire ça. Il n'y a rien que l'on entreprend sur cette terre sans un minimum d'effort, un minimum de sacrifice. Allons dans le cadre de la jeunesse. Je rentre dans la chambre de mon garçon aîné, je vois, il met la photo de Drogba, de Eto'o et tout ça là. Je dis, c'est très bien, tu as mis Drogba, Eto'o et tout. C'est bien ludique et tout. Mais ça t'inspire quoi? Ça t'inspire seulement le rêve sur le stade, beaucoup d'argent et tout. Mais il faudrait que tu comprennes qu'au-delà de ces photos-là, il y a l'effort. Il y a l'effort, il y a la discipline, il y a la rigueur. Il n'y a même pas que le talent. Donc il y a tout ça, il y a le sacrifice. Parce qu'il ne suffit pas de savoir taper dans le ballon pour être Drogba ou Eto'o. Il faut accepter aller s'entraîner à 4 h du matin, à 5 h du matin, avec discipline, sous l'ordre d'un entraîneur qui vous impose des choses. Et c'est après tout cela que vous devenez quelqu'un. Et c'est comme ça aussi pour un peuple qui veut aller loin. Il est temps maintenant. Souvent, quand nous faisons le bilan, nous disons que nous n'avançons pas. Mais nous ne pouvons pas avancer si nous n'acceptons pas de travailler et de faire des sacrifices. Puisque aucun autre pays, aucun autre peuple ne viendra et se développer à notre place. C'est nous qui constituons le peuple béninois. Voilà. Vous l'avez dit, les sacrifices vont continuer. Et en même temps, le président de la République dit que les promesses qu'il avait faites sont désormais à portée de main, que le succès est à portée de main. Est-ce que vous, Loris Frey, d'abord, vous voyez ce succès-là à portée de main avec l'ambiance, la situation qui règne actuellement dans notre pays? Oui, mais avant, je voudrais souffler à mon vis-à-vis, Zéphirien Ouga, que le peuple ne s'inscrit pas dans la dynamique du refus de sacrifice. Mais comme vous l'avez su bien le faire, vous avez donné l'exemple d'un sportif qui se doit de mieux s'entraîner avant de décrocher peut-être des trophées et autres. Oui, je ne vous dirai pas le contraire. Il en est de même pour l'apprenant, par exemple, qui se doit de s'exercer dur, de veiller pour apprendre avant de décrocher son diplôme. Alors, le peuple ne s'inscrit pas dans la dynamique du refus. Maintenant, le sacrifice, à quel prix? Et jusqu'à quelle hauteur? Et jusqu'à quand? Dans quelle durée? Parce que, écoutez, c'est bientôt 3 ans. C'est bientôt 3 ans que ce peuple a plébiscité, a porté le président Talon à la Marina. Mais ce peuple attend. Ce peuple a des attentes, vous ne me direz pas le contraire. Et quand, écoutez, je fais partie des peut-être rares admirateurs du physique, du code vestimentaire du président de la République. C'est ça. Quand vous le voyez à l'écran. Pourquoi rare?
On n'en savait rien. Alors, quand je dis... La différence de ce point de vue-là avec celui ou ceux qui l'ont précédé, Oui. Surtout celui qui l'a précédé, elle est nette. Elle est nette. À tel point qu'il ne peut que susciter il l'admiration. a un code vestimentaire soigné. Mais là, le code vestimentaire du président de la République n'a aucune importance aux yeux du Béninois. Je vous parle des promesses qu'il a. Non, en fait, je repliquais à l'exhortation au sacrifice de Zéphirien Aouga. J'en venais justement. Le code vestimentaire Oui. du président de la République vient dans cette Justement. réplique. Quand on en demande à un peuple, quand on exhorte davantage au sacrifice, et que de l'autre côté, ne donne pas l'impression de faire le même sacrifice. Vous voulez que le chef d'État s'habille en rayon pour montrer qu'il... Pas toujours, non. Écoutez, c'est quand même la première autorité, c'est la plus haute instance de l'État. Oui. Mais je dis, quand vous incarnez cette galanterie dans un même peuple, où vos citoyens difficilement combinent les 3 repas, eh bien, ça pose Enfin, si vous le voulez. Oui. Vous voyez, ça pose un problème. Oui. Quand des jeunes qui, 10 ans après avoir soutenu leur maîtrise, continuent d'actualiser leur demande d'emploi, ça pose de sérieux problèmes. Donc, ça vous dit que ce peuple, arrivé à un moment donné, pourra commencer à se poser des questions. Pourquoi continuer à se sacrifier si rien se profile, si rien ne transparaît, si rien ne semble, c'est-à-dire prendre corps à l'avenir. Mais vous venez de le dire, le président l'a affirmé que c'est bientôt à portée de main. Mais ça dépend des prismes. Ça dépend des prismes. Est-ce que c'est compte tenu de la réalisation de l'étape de réalisation, de l'étape de concrétisation du PAG, que le PR pense déjà que, eh bien, je dirais, la satisfaction du Béninois n'est plus loin ou commence déjà à prendre corps. Là, c'est compliqué, c'est difficile à appréhender. Parce que quand vous allez dans les marchés, quand vous sillonnez le marché, la réalité est tout autre. Les bonnes dames s'ennuient presque, vendent difficilement. Maintenant, quand le PR... Les Béninois mangent toujours. Non. Consomment. Non, consomment. Et comment? Pas un plat conséquent, pas un plat équilibré, mais peut-être délai à longueur de journée. Écoutez, vous sillonnez quand même les émigrants, vous sillonnez nos bonnes dames, nous partageons les mêmes transports, les mêmes moyens de transport de Cotonou pour ici. Et nous en échangeons. Ici étant Glodjibé, 30 km environ pour ceux qui ne sont pas... Et pendant cette trentaine de minutes, M. Aouga, James Biangbagidi, nous en apprenons. Et nous tentons aussi de les convaincre de la nécessité de ce sacrifice, certes, mais il faille quand même qu'au bout de 2 ans, au-delà de 2 ans et quelques, eh bien, que ce peuple commence à apprécier, commence à appréhender ces changements. Mais justement, comment se fait-il, M. Aouga, que le chef d'État dise que les promesses faites sont désormais à portée de main alors que le peuple, comme le dit Laurent Frédéric d'abord, ne voit pas encore grand-chose venir? Ah non, il s'agit de quelque chose. Par exemple, dans la vie, nous savons que l'eau est une denrée très importante pour tout le monde. Le chef de l'État mène une politique pour dire qu'il faudrait que tous les Béninois aient de l'eau. Vous allez à peu près un peu avant d'aller à Ouida, il y a juste dans le loin de Cotonou. Même là où vous êtes ici à Glo, tout le monde n'a pas l'eau. C'est clair. À boire. Donc, même l'électricité. Difficilement. Donc, voilà des choses qui sont purement d'ordre social. Une politique sociale qu'on met beaucoup d'argent dedans pour faire. Je crois que quand vous dites à quelqu'un qu'on va se battre pour que vous ayez de l'eau, puisque l'eau, ça demande beaucoup d'argent pour le faire, c'est déjà important. L'électricité, ils sont en train de se battre aussi, et on a vu qu'il y a une nette différence. Il y a un effort sensible. Un effort sensible par rapport à ce qu'on a connu avant. Quand on a fait ça, il y a les cantines scolaires pour donner, quand mon ami se plaint que les gens ne mangent pas. Mais au moins, on fait l'effort d'assurer au moins aux enfants, puisque dans notre constitution, on a demandé à ce que tout le monde puisse aller obligatoirement, c'est constitutionnel, que les enfants doivent aller à l'école. Mais pour que les enfants aillent à l'école et dans les campagnes et tout, si on ne leur assure pas une pitance, si on ne garantit pas quand même
à ses enfants un repas ou deux repas par jour, ce serait compliqué pour ces enfants, surtout dans les coins un peu reculés. Et ça se fait depuis déjà l'année dernière, ça se fait et ça va se renforcer. Il y a même eu un séminaire d'évaluation il y a 3 mois pour qu'on puisse augmenter et le chef de l'État a annoncé que ce sera doublé. Ce sera doublé. Oui. Voilà les choses qui se font. Et celui qui... je prends toujours l'exemple du paysan. L'exemple du paysan, le paysan qui va au champ, ce n'est pas le jour où il commence par sacrer qu'il met la graine en terre et que cela pousse. Non, on attend toujours. Donc il y a toujours un moment de difficulté, de sacrifice, de travail. Ce qu'on appelle la période de soudure. De soudure, donc vous attendez. Et je crois que d'ici là... En même temps, le chef d'État, cette période de soudure durera bientôt 3 ans. Oui, il devrait le savoir avant de faire les promesses aux Béninois. Oui. Il sait que de toutes les manières, ça peut durer 4 ans, mais nous aurons les résultats. Vous prenez, je reste toujours dans le domaine agricole. L'igname, par exemple. Vous savez pourquoi on dit ça en fond? Je parle devant un Bagidi, des tévis. Quand on dit tévis, c'est que ça fait 9 mois. Alors, vous voyez le paysan qui cultive l'igname. Quand il a fini de sacrer, de faire tout ça là, il doit attendre 9 mois pour que ça puisse donner. Oui. Donc, c'est comme ça. Mais pendant ces 9 mois, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas, mais c'est que s'il est resté dans l'activité tout le temps, il se prépare pour. Mais nous parlons de la gestion d'un pays. Vous n'allez pas me dire que si nous ne mangeons pas dans ce pays-là, vous ne verrez plus personne dans le pays. Vous sortez, vous voyez comment les routes sont le trafic est jonché et tout. Avant d'arriver, la dernière fois je devais vous rejoindre ici, mais j'ai été bloqué à Godomé parce qu'il y avait le trafic qui était complètement et ça ne circulait pas du tout. Donc, il y a d'activités. Les hommes dont vous parlez, est-ce que c'est moi qui leur achète le carburant dans leur moteur? S'ils n'ont pas l'argent, au moins pour quelqu'un qui ne mange pas, mais qui trouve de l'argent, qui met de l'essence dans son moteur pour aller faire du gym. Donc, ça veut dire que il sait que il trouve l'argent pour acheter l'essence, pour mettre dans sa moto. Il va faire son commerce. Donc ça lui permet au moins de manger pour se retrouver encore en vie, pour pouvoir continuer le travail. Le plan social ici étant que le sacrifice que l'on demande est supérieur à ce qui se faisait par le passé. Mais il faut que nous évoluions dans cet entretien, dans ce débat, parce que il y a d'autres aspects que nous devons aborder. Le chef d'État a parlé de cette lutte contre la corruption, Laurent Frédéric Davo, cette lutte contre la corruption et contre l'impunité. Il a même spécifiquement évoqué la levée d'immunité parlementaire de 3 députés. Ces 3 députés sont de la minorité parlementaire et cela ne dénote-t-il pas, même si le chef de l'État s'en réjouit, de ce que la lutte contre l'impunité est quelque peu sélective? Oui, le débat est là. Le débat est à ce niveau. C'est vrai que depuis l'avènement du président Patrice Talon et de son gouvernement à la Marina, cette volonté exprimée de lutter contre la corruption ne fait plus l'ombre d'aucun doute, certes, mais le constat est que les interpellés, les personnes inquiétées jusque-là sont pour la plupart des cas... Pour la plupart, ce qui signifie que ce n'est pas la totalité. Oui, parce qu'il y a aussi eu des gars, des révélés proches... les révélés, c'est qui? Des révélés proches de la rupture qui ont été aussi inquiétés. C'est le cas, par exemple, du CA Godomé, qui, vous le savez, n'est pas un opposant, même s'il n'est pas un rupturien de premières heures. Alors, la question, c'est pourquoi cette lutte, jusque-là, ne s'intéresse qu'à l'autre camp, qu'au camp d'en face? Pourquoi ne l'oriente-t-on pas encore dans la famille rupture? Encore que dans cette famille, il y en a qui traînent des casseroles. Encore que dans cette famille, il y en a à qui on reproche plein de choses. Maintenant, il revient au chef de l'État de rassurer les citoyens, dont il a le soutien dans cette lutte contre l'impunité, parce que les plaintes étaient unanimes sur ce qu'il faille quand même inquiéter, sur ce qu'il faille quand même interpeller ces personnalités qui peut-être
qui pour certains même, pour certaines, j'allais dire, parmi elles, n'ont pas émergé une seule fois au budget national, mais sont aujourd'hui des multimilliardaires et ne peuvent attester ou justifier, par exemple, de telle ou telle société au pays. Donc, ça vous dit... On n'a pas de preuve de ce que vous dites là. Heureusement que vous n'avez pas cité de nom. Je ne le ferai pas. Et vous savez que je sais que vous savez qu'il y en a dans ce pays qui ne sont pas des opérateurs économiques, dont on ne reconnaît aucune structure, mais qui réalisent de manière, je dirais, éloquente, dont on peut compter des... voire même insolentes, qui conduisent des carrosses, c'est-à-dire de luxe. Mais face à ce peuple, face à ces citoyens qui s'échinent, qui difficilement arrivent à conduire une deux roues, eh bien, on se pose des questions. Donc, quand on en arrive à porter à la tête de la nation un, quand même, qui a le courage, qui sacrifie même sa popularité pour cette cause, pour cette lutte contre l'impunité, eh bien, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est à saluer. Et maintenant, votre question reste posée. Certes, pourquoi cette lutte n'est orientée que vers les autres? Quand est-ce que cette lutte s'intéressera-t-elle à la famille de la rupture? Enfin, aux proches, je dirais, à qui on reproche aussi des choses. Alors justement, la lutte contre la corruption et l'impunité a abouti à la levée d'immunité parlementaire de 3 députés. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont été jetées en prison, notamment un directeur général de société d'État et d'autres, un chef d'arrondissement, et puis il y en a beaucoup. Un ancien directeur général du Conseil national des chariots du Bénin, CNCB, lui, rupturien de première heure. Et en dépit de cela, la lutte contre l'impunité et la corruption ne couvre pas encore, et Loris Freddy Davo l'a quand même très bien dit, ne couvre pas encore la totalité de ceux dont nous avons vu ici qu'ils auraient pu ou qu'ils sont mêlés quand même à des situations plus ou moins inappropriées. Tout à fait, je comprends bien ce que Loris disait et votre question aussi, je la comprends. Mais n'oublions pas que nous sommes en train de parler de 58 ans d'indépendance. Et il y a seulement 2 ans seulement que la forme de lutte là dont nous parlons aujourd'hui, celle que nous pouvons et nous sommes en train de critiquer aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, mais elle n'a jamais existé avant. Il y a eu une grande marche contre la corruption. Il y a eu une grande marche contre la corruption. Il y a eu, même avant, le président Boni Yahi, le général Mathieu Kérékou, tout militaire, tout officier qu'il était, on a créé la commission, on a créé une structure dirigée par Madame Adjaye Sika, tout ça là, mais ça a donné quel résultat? La cellule de moralisation de la République. Ça a donné quel résultat? On ne va plus vous citer des dossiers. Mais aujourd'hui, nous avons quand même quelqu'un et qui, au-delà de la parole, au-delà de la théorie, au-delà des intentions, quand même pose des actes. Même si on peut les critiquer. Vous reconnaissez que chaque fois que les levées d'immunité parlementaires ont eu lieu, c'est où ont été demandées, c'est souvent après des échecs du président de la République au Parlement, échecs dans lesquels sont mêlées les personnes dont les immunités sont levées. On a vu l'honorable Djenotin, on a vu Bako, on a vu pour la nouvelle demande concernant Simplice Kodjo ou Gabayaya. Ce sont des personnalités qui ont tenu des propos à l'encontre de la révision de la Constitution, qui ont fait à demi-échouer le projet, la dernière proposition. Et cela ne peut-il pas laisser un peu perplexe face à cette lutte que l'on peut qualifier de sélective? On peut avoir votre lecture, mais il faut aller dans la réalité des faits pour comprendre que la demande d'immunité, ça ne se fait pas d'un trait. Et ces personnes-là savaient, ça fait longtemps que M. Djenotin disait qu'on voulait le traduire en justice. Il a dit plusieurs fois, même avant que cette affaire de révision de la Constitution ne fasse jour. Donc, par rapport à M. l'honorable Simplice Kodjo, mais on était ici, non? Quand il était travaillé avec son chef, M. Yahi Boni, son affaire qu'il a eue au niveau de la police, c'était tous les journaux en ont parlé, non? Donc ce n'est pas des trucs, ce n'est pas des choses qu'on leur colle
et que c'est le chef de l'État parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas voter pour la Constitution qu'on les colle. Tout le monde est au courant que monsieur là, il a un dossier et pour lequel il n'a pas fini de répondre avant de se retrouver à l'Assemblée. Maintenant, c'est la justice qui a demandé l'immunité. On peut se demander pourquoi seulement ces deux cas. Mais c'est deux cas. Parmi tant d'autres. Mais donc, demander d'aller voir les procureurs, comment ils font leur travail, ça, ce n'est pas... C'est la justice. Mais si on a cité des gens qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont même pas de dossier, si quelqu'un parmi ceux-là n'ont pas été... Des gens n'ont pas... Ceux dont on parle, ceux à qui on a levé l'immunité. Puis lever l'immunité, ce n'est pas condamner quelqu'un. Ils sont toujours députés, ils sont là, mais on permet à ce qu'ils aillent répondre de l'accusation que comporte de la présomption de culpabilité qu'on fait les concernant, qu'ils aillent répondre de cela, simplement. Sinon, il n'y a pas de problème. Nous autres qui sommes citoyens, on devrait encourager le chef de l'État et lui dire que, effectivement, que la même célérité et les mêmes dispositions puissent être, qu'on puisse prendre les mêmes dispositions vis-à-vis de tout le monde, y compris même le camp du chef de l'État. Et dans le camp du chef de l'État, puisque nous ne sommes pas là pour citer des noms, il y a des cas où on n'a même pas eu besoin de lever l'immunité des gens, des DG, des directeurs qu'on a mis seulement en prison, tout simplement. Il y a des cas. Donc ce n'est pas si sélectif que ça. Maintenant, moi, en tant que citoyen, simple citoyen, moi je n'ai jamais, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis même pas, je donne ma compréhension des choses, les gens vont croire que je suis dans un camp, non. Mais c'est même mieux comme ça que ça se passe comme ça. Que nous quittons la théorie vers la pratique. La pratique, au début, on va trouver qu'elle n'est pas bien faite, il y a des erreurs, tout ça là, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bon. Encourageons cela, que ça continue. Vous allez voir, même ceux qui sont là, le chef de l'État dans son discours aussi, même quand il a rencontré, il a été reçu par les journalistes à son interview qu'il a eu le 31 là, qu'on nous a passé le 31. Mais il lui-même a reconnu que de toutes les manières, mais quand il ne sera plus là, ceux qui viendront seront obligés de lui demander aussi des comptes. Et on va demander des comptes aussi à tous ceux qui ont travaillé avec lui. Et je crois que nous devons rester dans cette dynamique-là pour ne pas dire que oui, c'est seulement dans tel cas. De toutes les manières, nous avons une loi aussi aujourd'hui, la loi contre la loi sur l'impunité, les crimes économiques, et quoi connaissent là, et les infractions connaissent. Mais on a dit que c'est... Il n'y a plus de limite là. Et ça dit que même il y a l'imprescriptibilité des crimes économiques. Donc, ce qui veut dire que on aura protégé quelqu'un pour 5 ans, de toutes les manières, et d'autres viendront, si véritablement il a géré, c'est les sous publics qui ont été gérés, qui ont été mal gérés, ben, on aura toujours la possibilité d'ouvrir ces dossiers. Donc, ceux qui s'impatientent aujourd'hui et qui connaissent des gens et qu'on devrait punir en première position, qu'on devrait envoyer au tribunal et qui ont leur calendrier, ils n'ont qu'à se patienter. D'ici là, maintenant, ils pourront demander à ce que ces gens-là puissent être cités devant les tribunaux et puisque de toutes les manières, nul n'échappera. Même les maîtres d'aujourd'hui n'échapperont pas. Donc, à la justice. Et c'est ça là qui fait que le citoyen qui est dans ma posture doit aimer. Pour dire que d'ici quelques temps, si nous continuons dans la même lancée, le bien public sera sacralisé. Tous ceux qui seront appelés à gérer le bien public vont commencer par avoir une posture, un comportement vis-à-vis du bien public. Et ce serait dans l'intérêt de toutes les nations. C'est vous qui le dites, nous allons voir comment cela évolue. Autre élément important du discours que le chef d'État a tenu, c'est l'abandon du référendum. Le vote des députés sur la proposition de loi portant amendement de la Constitution lui donnait la possibilité de décider donc de recourir au référendum pour, comme on dit, transformer l'essai. Le chef de l'État a décidé d'abandonner le référendum. Il a expliqué pourquoi. Première raison, c'est qu'il ne peut pas y aller sans modifier ou sans méconnaître la loi référendaire, en fait, la loi organique sur le référendum. Et deuxièmement, il a parlé des finances publiques. Est-ce que vous, Loris Frey d'abord, est-ce que vous n'avez pas plutôt vu que c'est la peur de l'échec
face à un peuple qui n'est pas content de sa gouvernance, et puis le chef d'État sort des arguments qui ne sont pas forcément valables. Je précise d'abord que ces arguments sont fiables, parce que ce sont des arguments partagés par plus d'un, enfin par la plupart des gars crédibles et sincères. Maintenant, au-delà des arguments avancés par le chef de l'État, il y a aussi cet amour de la nation, cette volonté de privilégier le nécessaire à l'agréable. Parce que là, le référendum, en l'espèce, en ce moment, est agréable certes, mais pas nécessaire. Parce qu'il y a des urgences. Il y a des urgences. Et pour ne pas faire saigner davantage la trésorerie, les caisses de l'État, eh bien, il a fait, je dirais, le bon choix. Il a encore une fois démontré, James William Gagidi, cette fine intelligence qu'on lui reconnaît. Parce que vous l'avez dit, l'atmosphère ne s'y prête pas en tant que telle. Ça, vous ne me direz pas le contraire. L'atmosphère ne s'y prête pas. C'est vrai que le camp BMP, le camp des encenseurs, concédez-moi le concept, ces différents camps le feront croire que, voilà, une fois enclenché, le référendum passera comme une lettre à la poste. Mais je dis, ce ne sera pas aussi facile. Ce ne sera pas aussi facile dans cette atmosphère où le chef de l'État se doit à je dirais, une double obligation de rassurer un peuple qui a commencé à douter depuis très longtemps des promesses à lui faire pardon pendant les campagnes présidentielles. Lesquelles promesses le chef de l'État a semblé oublier à l'entame de son mandat. Ce peuple attend d'être rassuré. Et quand interviendra maintenant ce référendum, eh bien, il faille dire qu'il ne devrait s'attendre à autre chose qu'un échec. Et un échec de plus, parce que les autres tentatives directes ou insidieuses du toilettage de la loi fondamentale sonnaient déjà comme un échec. Et quand on le sait, pas très enclin à l'échec, quand on le sait, gagnant, comme il y a eu à le dire par le passé, eh bien, il ne voudra pas en enregistrer davantage. Il a fait le bon choix et il a été plus intelligent que ses pairs qui ont commencé déjà très tôt à battre le macadam, à enclencher, à susciter ce référendum de par des presses interposées, comme quoi, voilà, ça va se passer comme... Non, mais pour une fois, il les a eus. Oui, Zéphiré Aouga, est-ce que la renonciation du chef de l'État au référendum ne traduit pas là aussi une mauvaise stratégie dans le cadre de cette tentative de révision de la Constitution, d'amendement de la Constitution, comme vous préférez? À un moment, on a pensé que l'initiative, naturellement, venant du BMP, le chef d'État la soutient, bien sûr. Est-ce que quand il a décidé, quand la majorité parlementaire a décidé de cette tentative d'amendement de la Constitution, il n'y avait pas un mauvais calcul qui pouvait leur faire croire qu'il y aurait une majorité qualifiée nécessaire pour que le vote se fasse sans avoir recours au référendum? Merci beaucoup. Et là, vous évoquez l'un des critères qui ont fait que le chef de l'État a décidé de ne pas aller au référendum. C'est-à-dire qu'il y a la notion de responsabilité aussi. Et effectivement, c'est une proposition de loi portée par quelques membres du BMP. Et cette révision, ce n'est pas une révision comme l'a été la première monture, la première tentative. 2017. Voilà, ce n'est pas la même chose. Il fait seulement, c'est pourquoi les gens parlent beaucoup plus d'amendements. On va toucher 4 points qu'on va essayer d'harmoniser par rapport à notre Constitution. Et les 4 points qu'on connaît, c'est des points purement objectifs. Et dès lors qu'il s'agit de cela, le chef de l'État a se dit, bon ben, si pour ces 4 points-là, il ne devrait pas y avoir quand même, il devait y avoir consensus autour de ces points-là. Quand on parle de l'appel de... Et la preuve, le débat au Parlement par rapport aux 4 points, personne, aucun des députés, que ce soit la minorité ou la majorité, aucun d'eux n'a trouvé que ce n'était pas nécessaire. Bon, mais pour des raisons politiques, d'autres ont montré que, bon, on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour faire ci ou pour faire ça. En tout cas, vous reconnaissez que le chef d'État, sur ce point-là, encore une fois, c'était un échec?
Non, ce n'est pas un échec. Quand vous prenez ça comme un échec, ce n'est pas un échec personnel. Le chef de l'État... Pas personnel, mais échec de sa politique en la matière pour atteindre un objectif qui est celui de toucher la Constitution. C'est le Bénin. Quand il s'agit de la Constitution, ne voyez pas un groupe, c'est le Bénin. C'est le Bénin qui échoue. Hein. C'est le Bénin qui tente... Oui, mais quand même, le Bénin a échoué. Oui, c'est le Bénin qui tente de revoir sa Constitution et qui n'y arrive pas. Dès le jour où les Béninois seront à même de le faire, ils le feront. Nous allons... Donc, une seconde, pour dire que les critères, ce qui a fait qu'effectivement le chef de l'État a renoncé au référendum, il y a la notion de responsabilité. La notion de responsabilité, pourquoi, comment les députés, on les a envoyés à l'Assemblée pour faire un travail donné. Et les 4 points dont on parle là ne devraient pas les amener au référendum. Et par rapport à cela, c'est normal qu'on ne va pas encore distraire les sous, les fonds publics pour faire un travail pour lequel le peuple les a déjà envoyés à l'Assemblée. Ils renoncent de faire ce travail-là et demandent au peuple encore de sortir de l'argent pour faire ce travail à leur place alors qu'ils sont payés. Donc par rapport à ça, je crois que moi, je soutiens le chef de l'État pour dire, effectivement, pour ces 4 points-là, on n'a pas besoin d'un référendum. D'aller au référendum. Nous allons finir rapidement avec le bain de foule que le chef de l'État s'est offert à l'occasion du 1er août. C'est la première fois que ça arrive. Est-ce que c'est un changement de paradigme de la part du président de la République? C'est une façon maintenant d'être un peu plus proche du peuple parce que les élections sont à portée de main. Oui, on peut dire ça, mais le chef de l'État, nous avons toujours l'habitude de dire que c'est le père de la nation. C'est le père de la nation. Il n'a pas beaucoup montré depuis 3 ans. Et on ne le voit pas, il ne parle pas beaucoup, il ne sort pas beaucoup. Et vous avez vu dans son discours au cours de l'interview qu'il a eu le 31 juillet, il a dit que cette fête-là, c'est quand même une fête nationale, une célébration nationale. Donc, je crois que c'est une occasion pour lui pour dire, bon, ben voilà, le peuple, mes concitoyens, il faut les saluer et tout. Moi, je vois ça dans la ferveur festive. C'est une sorte de ferveur festive pour montrer aux gens, bon, je suis là, n'ayez pas crainte de toutes les manières. Je sais que c'est un peu dur pour vous, mais de leur donner un peu le sourire pour leur montrer qu'il est vraiment sérieux, qu'il est sincère et qu'il est sûr que les résultats, qu'ils ne seront pas déçus par les résultats. Donc, c'est une manière de partager un peu les peines et de faire comprendre aux gens que on est sur la bonne voie et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est une manière de rassurer un peu. Merci à vous, Zéphirine Aouga. D'abord, vous avez vu comment ce discours, cette attitude du chef de l'État, ce sera votre dernier mot à vous aussi. Oui, ce bain de foule, il lui faut. Et de temps à autre, James, pour se rassurer son camp, le camp de la majorité présidentielle. Et ça permet aussi de jauger, de mesurer, je dirais, le reste de cette plus ou moins mince part de cote de popularité qui lui reste après les décisions. On n'a pas d'institut de sondage, donc vous ne pouvez pas parler de la minceur de la popularité du chef de l'État. Quand on se fie à certaines décisions qui a suscité de fricotements, la libération des espaces publics et autres décisions que vous savez, par exemple... on ne va pas toutes les citer encore, vous savez que nous sommes pris par le temps. Donc, vous êtes d'accord que le chef de l'État vient maintenant un peu plus vers le peuple. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a des élections non, pas forcément parce qu'il y a des élections, mais il le lui faut de temps à autre, même en dehors des échéances électorales, il le lui faut de temps à autre. Pas compris, il faut ce contact avec le peuple, puisque vous l'avez suivi. Vous avez suivi Patrice Talon candidat. Vous avez suivi différents types de grands orales qu'il donnait dans un certain hôtel de Cotonou et dans les tréfonds du Bénin, vous ne me direz pas le contraire. Ça permettait aux citoyens d'être plus proches, de briser les glaces, par exemple. Une campagne électorale, c'est pas... Est-ce qu'on est retourné au mode... Dernière question. Non, c'est pas du populisme que Bouniaï est exécuté au Bénin. Dernière question et puis réponse très courte, s'il vous plaît. Oui, non, c'est pas le même style. Il y a la ferveur de la fête aussi. Il y a une différence. Il y a la ferveur de la fête
et qui a permis cela. Il est toujours dans ses quatre murs à la présidence, il n'a pas toujours le temps d'être en contact. Bon, c'est une occasion, il a profité un peu pour se défouler aussi un peu, pour juste aussi... Mettre à rude épreuve la sécurité. Oui. Il n'avait pas prévenu les gars. Et permettre à ce que les gens soient rassurés. C'est-à-dire qu'en le voyant, les gens qui comme l'a dit Loris, sont en train de souffrir, de se serrer les ceintures, tout ça. Et il leur dit, n'ayez crainte, ça va aller. N'ayez crainte, ça va aller. Je crois que il n'a pas pris les médias. Il n'a pas pris les médias. Il n'a pas remué des beignets, des corps et autres. Ce n'est qu'un début, Loris Freddy. D'abord, c'est la première fois que nous voyons le chef de l'État aller au contact de la foule ainsi. Dans sa posture de président de la République, pendant la campagne électorale, il l'a fait. Mais cette fois-ci, président de la République, même le premier dernier, il n'a pas fait un rituel, mais il s'est approché. Il s'est approché d'une aile, oui, où le peuple s'était amassé. Oui, mais en tout cas, pour cette fois-ci, on l'a vu descendre et se rendre dans la foule. C'était une belle image, on ne peut pas s'en plaindre. Merci à vous, Zéphirin Aouga, vous êtes activiste sur les réseaux sociaux, vous êtes un très fin connaisseur de la situation politique de notre landerneau politique béninois et vous le démontrez chaque fois que vous êtes invité sur ce plateau, vous nous faites le plaisir donc de venir analyser ces questions avec nous. Merci à vous. Loris Freddy Davor, vous êtes journaliste ici à Eden Télévision et à Diaspora FM. Vous êtes également, vous, un connaisseur de l'actualité pour être toujours et souvent à cette position en train de poser des questions à nos Vous avez oublié de préciser que vous m'avez pris sur le vif. Oui, et encore une fois, je vous ai pris sur le vif. Oui, vous avez pu remplacer avec brio Jules Léandre Kitty qui aurait dû être à votre place. Merci à Jules Léandre Kitty qui n'a pas pu venir quand même. Et merci à tous les téléspectateurs pour leur fidélité sur cette rubrique Fait croiser.